députée de la Meuse et coprésidente des Nouveaux Démocrates. Dans ce nouveau format d'une dizaine de minutes, je vous propose de démêler des effets d'annonce, une actualité législative ou politique avec des experts en économie, en finance, des représentants des réseaux associatifs ou des syndicats pour vous expliquer concrètement ce qui se cache derrière une annonce politique d'actualité. Alors aujourd'hui, je reçois Chahine Vallée. Chahine, merci beaucoup. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Chahine Vallée, je suis économiste. Je travaille à Berlin pour le Centre allemand pour les relations étrangères. Et puis je suis aussi élu local. Je suis élu Europe Écologie à Saint-Ouen. Et je travaille dans ce cadre-là aussi sur les questions de finances locales. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a choisi de parler d'une annonce qui a été fortement relayée ces derniers temps sur l'impôt mondial et notamment le taux minimal d'impôt sur les sociétés. Alors, pour retracer un peu l'histoire, il y a une longue histoire derrière cette annonce, 10 ans de travaux notamment de l'OCDE avant d'arriver sur cette annonce du G7. Alors, en deux mots, il y a une dizaine d'années, l'OCDE fait le constat d'érosion des bases fiscales à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que les grandes entreprises et multinationales paient de moins en moins d'impôts sur les sociétés. Et donc, l'OCDE décide de lancer des travaux pour essayer de contrer tous les montages d'optimisation fiscale qui font qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, avec leurs filiales partout dans le monde, arrivent à échapper à l'impôt sur les sociétés, ce qui menace gravement les recettes fiscales des États, à tel point que l'OCDE s'en est préoccupé, puis le G20, puis le G7. Et donc, c'est devenu une priorité de ces États pour assurer que les multinationales continuent à contribuer aux recettes des États et aux recettes publiques et donc au financement des services publics. Alors, l'OCDE, à la fin de ces 10 années de travaux, a émis toute une série soit de recommandations, soit de réglementations, avec des conventions qui ont eu pour effet de changer toutes les conventions bilatérales, c'est-à-dire les conventions conclues d'État à État, sur des sujets assez variés, comme l'établissement stable, la manière dont se répartit l'impôt sur les sociétés au sein des groupes, les titres hybrides qui sont des produits financiers assez particuliers qui permettent aussi de délocaliser des produits pour aller les détaxer dans un pays où la taxation est moindre. Et donc, il restait un noyau dur qui est la localisation des résultats taxables. Et on aboutit aujourd'hui sur cette idée de l'impôt mondial ou du taux minimal d'impôt sur les sociétés. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur quoi on a abouti là très récemment avec les annonces de l'OCDE et surtout du G7 ? L'accord du G7, c'est un accord en deux temps. On n'a parlé que du taux mondial d'imposition, mais il faut rappeler que l'accord est en deux temps. Le premier, c'est un partage des profits mondiaux et une taxation des profits mondiaux. Et donc pour ça, on a limité ça à un périmètre assez étroit au fond. Donc les entreprises qui réalisent des marges élevées, au-dessus de 10% de marge, et ces entreprises qui réalisent des marges élevées, on prendrait que 20% de leurs profits et on les redistribuerait mondialement pour que chaque entreprise soit taxée là où elle génère ses revenus. Donc ça, c'est une partie de l'accord, qui est ce que l'OCDE a appelé le pilier 1. Et il y a une deuxième partie de l'accord, c'est le pilier 2, qui est d'imposer les profits mondiaux des entreprises et de fixer un taux minimal. Et donc l'OCDE, pendant des années, jusqu'en 2019, discutait d'un taux qui serait autour de 12,5. Biden, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, a dit que lui, il voulait réformer l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, mais que pour réformer l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, il avait besoin qu'il y ait un accord mondial. Et lui, il demandait un accord mondial avec un taux minimal d'imposition à 21%. Et cet accord du G7 des ministres des Finances lui propose un taux minimal de 15%. Et donc, c'est ça le début de l'accord, mais il faut le rappeler, comme tu viens de le faire, que c'est un accord politique du G7 pour le moment. Il faut qu'ensuite il soit acté par le G20 et il faut ensuite qu'il soit acté par le groupe qui a créé l'OCDE pour consulter sur les sujets de taxation. Et ça, c'est un groupe qui comprend 139 pays. 139 pays qui, a priori, ont tous le droit d'émettre des objections, de ralentir le processus, de négocier des exemptions. Et on a déjà vu, dès la sortie de ce G7, un début de débat sur comment détricoter un accord qui n'était pas, dont l'encre n'était pas encore sec.
Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on a deux piliers à l'accord. Le premier pilier, avec cette taxation des marges et de la valeur créée dans les États, c'est ce qui va permettre notamment de rattraper une partie de la taxation des GAFA, puisqu'on va enfin pouvoir taxer là où la valeur est créée, c'est-à-dire là où est l'utilisateur finalement, là où est vendu le service ou en tous les cas produit le service. Et puis, on a ce taux minimal. Donc moi, si je comprends bien l'accord, ça veut dire que si une filiale dans un État est imposée à moins de X%, là on est tombé sur le 15%, ça veut dire que l'État dans lequel est située la tête de groupe pourra imposer l'écart, en tout cas le résultat qui est délocalisé et qui est sous-imposé. Exactement. Mais tout repose ici sur le pourra. Et donc, c'est-à-dire que pour que cet accord soit effectif, il faut non seulement qu'il y ait un accord mondial, mais ensuite, il dépendra du bon vouloir et de la capacité des États à aller en effet taxer leurs entreprises qui réalisent des profits internationaux. Et on peut imaginer que certains États soient plus ou moins regardants et que le fait qu'ils soient plus ou moins regardants soit de nature à affaiblir cet accord. Et donc ce qui est très important, au-delà de l'accord symbolique et politique, c'est aussi de voir dans les détails de la mise en œuvre jusqu'où on ira, est-ce que les États joueront le jeu. Et pour le moment, rien n'est moins sûr. Alors tu l'as dit, ça va être extrêmement compliqué de passer de cet accord politique en G7, donc en club très restreint des États développés, et de l'étendre au multilatéralisme de l'OCDE et de ce groupe fiscal de l'OCDE qui travaille depuis des années. Donc finalement là, on a une première étape. Et ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir comment on en arrive à 15%, alors qu'à un moment donné, les annonces de Biden avaient suscité un espoir. Et est-ce que toi, tu peux nous dire comment on peut lire ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre une annonce de 21% et puis un atterrissage à 15%? Alors personne n'est dans le secret de la négociation, mais c'est vrai que c'est frappant de voir que dans les pays membres du G7, aucun de ces pays n'avait refusé la proposition initiale des Américains à 21%. Et donc on peut être surpris de constater que, alors que publiquement, personne n'a pris position contre, on se retrouve avec un taux inférieur à celui qui avait été proposé initialement. Je pense que ce qui s'est passé, c'est deux choses. C'est d'une part assez peu de soutien international pour la proposition américaine, y compris en Europe et y compris en France. Aujourd'hui, en France, on dit qu'on est très content de cet accord et que c'est grâce à nous qu'il a eu lieu. En réalité, Bruno Le Maire n'a jamais pris position publiquement pour les 21%. Il a dit moi, je soutiendrai peu importe ce qui sort de la négociation. C'est quand même une forme de soutien très, très timide. Pareil pour le ministre des Finances allemand, qui lui aussi dit qu'il a toujours soutenu la proposition américaine. En réalité, il a toujours dit moi, je ne suis pas fixé, je ne suis pas marié à un chiffre. Et donc on voit bien que les Européens, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre, avaient internalisé le fait qu'en Europe, ce serait difficile de faire accepter les 21%. Et donc, les pays membres du G7, la France, l'Italie, l'Allemagne, qui auraient pu porter une proposition plus élevée que celle que d'autres petits pays européens n'auraient peut-être pas approuvée, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, etc., n'ont, à mon sens, pas fait tout ce qu'ils pouvaient pour que cet accord ait lieu. Après, il y a eu aussi un recul américain qu'il faut reconnaître, c'est-à-dire que les Américains se sont aussi rendus compte que chez eux, le 21% aurait du mal à passer. Biden a une majorité assez étroite au Sénat. Il avait déjà proposé une augmentation du taux domestique d'imposition à 28% et il a très vite rétropédalé en disant qu'il était prêt à atterrir sur 25%. Et donc là, il s'est passé un petit peu pareil sur le taux d'imposition international en demandant 21% au début et en disant assez vite, avant le G7, mais je suis prêt à tomber sur un accord à 15%. Alors ça, peut-être, on peut le comprendre parce qu'effectivement, un accord à 21%, là, on se rend compte que quand le taux moyen d'impôt sur les sociétés des pays membres de l'OCDE est à 25%, ça devient beaucoup moins intéressant de placer des filiales dans les paradis fiscaux ou dans des pseudo-paradis fiscaux type Hong Kong, Singapour, tous ces pays-là, où les taux d'imposition sont assez bas. À 15%, ça reste intéressant parce qu'on a un écart de 10% par rapport au taux moyen
pratiquée, et là surtout si on atterrit sur 25% au temps intérieur américain, à 21%, ce n'est pas intéressant, à 15%, ça reste intéressant. Et donc, on peut imaginer qu'en interne, Joe Biden, il a dû aussi subir des attaques très fortes des milieux des affaires, en fait, qui se sont organisés sur cette mondialisation aussi des taux d'imposition. Oui, non, c'est évident que les États-Unis, mais comme les Européens, subissent des pressions fortes de groupes qui ont organisé leur développement international pour minimiser leur imposition. Et il est du coup évident qu'on ne sortira de cette situation que par un accord, mais j'insiste, pas que sur un accord, mais aussi sur une pratique internationale différente. Et là-dessus, il y a quand même un pas de deux assez étrange, un pas de deux transatlantique assez étrange, parce que les Européens ne cessent de dire que tout ça, c'est de la faute des entreprises américaines qui échappent à l'impôt, etc. Et les Américains disent tout ça, c'est de la faute des Européens qui ont créé au sein de l'Union européenne, par la compétition fiscale qui est autorisée en Europe, une forme de compétition effrénée et une fuite vers le bas, vers le bas sur l'imposition. Et donc il faut se rendre compte, je pense que c'est très important de le dire, que ce n'est pas aussi simple que de dire les méchants Américains qui essayent d'échapper, enfin les méchants GAFA qui essayent d'échapper à l'impôt et les gentils Européens qui seraient victimes de ça. Nous, Européens, et en réalité nous, États européens, avons une très grande responsabilité dans l'organisation de cette évasion fiscale généralisée. Et on peut le dire peut-être de manière un peu brutale, l'Union européenne est une plaque tournante de l'évasion fiscale internationale. Peut-être plus en termes de volume que Hong Kong, Singapour ou les îles Caïmans. Et ça, je pense que c'est important que nous, on accepte de se regarder en face et de ne pas rejeter la faute que sur les GAFA, les îles Caïmans ou les îles Vierges. Nous sommes nous-mêmes responsables d'une grande partie de l'évasion fiscale mondiale. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'au sein de l'Europe, on a des États qui se comportent comme des paradis fiscaux, même s'ils ne figurent aujourd'hui sur aucune liste noire, ni celle de l'OCDE, ni celle de l'Union européenne, ni celle de la France. Mais dans les faits, avec les pratiques de rescrit qui sont censées maintenant s'étioler, parce que des directives communautaires sont venues les encadrer, plus les pratiques de taux bas, on se rend compte qu'au sein de l'Europe, on a des États qui se comportent comme des paradis fiscaux. Et puis aussi, parce que historiquement, nos multinationales, effectivement, et ça, moi, je peux en témoigner puisque je les ai vérifiées pendant des années, elles ont pratiqué depuis des dizaines d'années l'optimisation fiscale. Et d'ailleurs, ce qu'avait constaté l'OCDE, c'est au début des années 2000, il y avait une accélération de ces phénomènes d'accélération parce que, d'une part, l'économie s'est vraiment mondialisée de manière beaucoup plus massive, que les flux financiers se sont délocalisés de manière beaucoup plus aisée, beaucoup plus rapide, et que là, on a eu une accentuation et une course effrénée, effectivement, à la basse fiscalité à ce moment-là. Mais je pense important de rappeler que pour les Européens, en tout cas pour beaucoup de pays européens, la concurrence fiscale entre États est une chose saine. C'est une chose saine et c'est une chose qu'on a au fond encouragée et qui est absolument légale en Europe. Et donc c'est très difficile, alors qu'on a organisé un modèle économique autour de cette idée-là, autour de l'idée que la concurrence fiscale était une chose bénéfique, de dire aujourd'hui aux États qui la pratiquent qu'ils ne peuvent plus le faire. Et donc je pense que la grande fragilité de l'Europe et la grande difficulté à faire progresser ce sujet-là, c'est que d'une part, intellectuellement, on a validé pendant des années l'idée que la concurrence fiscale était absolument tolérée et que ça pouvait même faire partie de la stratégie de développement économique de certains pays. C'est-à-dire qu'on disait un petit pays à la périphérie de l'Europe, que ce soit la Lettonie ou l'Irlande, doit avoir recours à une fiscalité avantageuse pour rattraper son retard par rapport aux autres. Donc on a accepté cette idée-là. Et la deuxième, qu'on a inscrit dans le marbre des traités, c'était que sur les questions fiscales, les États sont souverains. Et que donc ils décident seuls et qu'ils ont donc un droit de veto sur toutes les décisions européennes en matière fiscale. Et donc ces deux choses-là, à la fois le cadre intellectuel qui dit c'est sain et c'est normal qu'on ait de la concurrence fiscale en Europe, et le cadre politique qui dit les États sont souverains sur les questions fiscales et donc du coup on ne peut rien leur imposer, ça crée une situation qui rend le système actuel qu'on a décrit très difficile à faire bouger.
est d'autant plus dangereux qu'en plus l'économie s'est dématérialisée et que donc il est très facile aujourd'hui de délocaliser de la valeur créée. Et puis ce que tu décris là, c'est quand même assez malsain parce que ces États, ils vivent aussi grâce au développement des États qui les entourent. Je pense par exemple à un État comme le Luxembourg aujourd'hui, est-ce qu'il peut vivre sans les travailleurs qui viennent d'Allemagne, de Belgique ou de France et qui, eux, finalement, sortent des universités qui sont payées notamment par les contribuables belges, allemands et français. Donc on a quand même un modèle qui n'est pas du tout sain, qui s'est développé au sein de l'Europe. C'est-à-dire que la notion de concurrence, qui est quand même un des piliers du marché unique, c'est de faire une concurrence très libre au sein de l'Europe, de lutter contre les monopoles nationaux, par exemple. Que ça se soit décliné en concurrence fiscale, il me semble que c'est un dévoiement des institutions européennes et de la notion de marché unique qu'on a voulu développer. Et puis, en plus, ça repose quand même sur une espèce d'hypocrisie au sein de l'Europe avec des États qui, eux, ne font pas payer d'impôts, mais qui finalement bénéficient des travailleurs formés et de la valeur créée par les consommateurs des pays qui les entourent. Et ça, c'est quand même un gros déséquilibre au sein de l'Europe. Ça, c'est une vraie logique de ce que les économistes appellent de passagers clandestins. C'est-à-dire qu'on laisse les autres supporter le coût et on privatise les gains. Donc ça, c'est très problématique. Il ne faut pas être tout à fait noir. Je pense qu'il y a un petit peu d'espoir que les choses bougent. Mais je pense que pour que les choses bougent, il faut qu'il y ait énormément de pression politique et énormément de pression politique internationale, puisque visiblement, entre Européens, on n'arrive pas à faire bouger les choses. Et je pense qu'il y a un précédent important à avoir en tête, qui est une législation américaine du début des années 2000, FATCA, qui a forcé les banques européennes à partager les informations qu'elles avaient sur les comptes des citoyens américains. Et donc le Trésor américain disait nous, on force toutes les banques du monde à nous donner toutes les informations qu'elles ont sur les citoyens parce qu'on en a besoin pour taxer nos citoyens. Les Européens, au début, disaient on ne peut pas faire ça, le secret bancaire est sacré en Europe, il est hors d'action. Les Américains ont dit écoutez, si vous ne le faites pas, nous, on sanctionnera les banques et on imposera des sanctions sur les banques de manière individuelle. Et donc, tout le monde est rentré dans le rang et immédiatement, les Américains, enfin le Trésor américain a pu avoir accès à ces données. Dans la foulée, ça a ouvert une brèche dans laquelle les Européens se sont engouffrés. Et donc, le Trésor français a pu dire, puisque vous partagez les données sur les citoyens américains avec les États-Unis, pourquoi est-ce que vous ne partagerez pas les données sur les citoyens français avec le Trésor français? Et donc, dans cette brèche-là, on s'est engouffré, et donc, du coup, le secret bancaire européen est tombé à ce moment-là. Et donc, moi, j'ai un petit peu d'espoir que dans les négociations dont on vient de parler sur l'imposition des sociétés, il se passe la même chose. C'est-à-dire que les Américains disent, nous le ferons, et nous adopterons des sanctions, y compris brutales, face aux pays qui ne coopèrent pas. Et je pense que c'est dans cette menace-là que réside un petit peu d'espoir qu'on puisse faire bouger à la fois le droit européen, mais surtout les pratiques. Donc, pour conclure, on peut estimer que c'est un premier pas. Hein, il est appréciable. On aurait espéré atterrir sur le 21% dès le départ, mais on va dire que ça ne peut que progresser aujourd'hui. Oui, je pense que ce qui est positif, c'est qu'on a créé un petit peu, et c'est ce que Gabriel Zucman, l'économiste français qui a le plus travaillé sur ces questions-là, dit, on a créé un plancher. Donc ça, c'est positif. Après, moi, je ne me satisfais pas d'un accord politique. Je pense que ce qui compte, ce sera sa mise en œuvre. Et puis, je pense qu'il faut se dire que la route va être longue et que donc, on va peut-être passer de 15 à 21 dans 10 ans ou peut-être plus. Mais on a créé un précédent important. Il faut maintenant le mettre en œuvre et les semaines et mois qui vont venir vont être assez clés pour savoir si, au fond, c'était un peu de la poudre aux yeux et un accord symbolique, ou est-ce qu'on a quelque chose de réel sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour taxer réellement les profits internationaux des entreprises. Donc nous, maintenant, en France, ce qu'on attend, c'est que notre gouvernement y soutienne la proposition la plus ambitieuse possible, qu'il accompagne ce mouvement d'une manière très ferme, qu'il ne cède pas non plus aux pressions des multinationales, parce qu'on l'a déjà expliqué précédemment, les multinationales, plus on leur donne des conditions préférentielles, et plus finalement on est dans un jeu de concurrence déloyale avec nos entreprises, nos PME, nos entreprises françaises. Et donc on va conclure en se disant qu'on espère que l'Union européenne sera unie vers le taux le plus ambitieux. Ça va être très difficile compte tenu des dissensions au sein de l'Europe que tu as bien expliqué. Mais on va dire que c'est le chemin aujourd'hui qu'il faut suivre. Exact. Merci beaucoup, Chahine. Merci.